Bonjour, le Bitcoin va-t-il trouver des nouveaux supports puis continuer la hausse ou repartir vers le bas du range? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos, utiliser les liens d'affiliation ou tout simplement utiliser la nouvelle fonction qui se trouve là. Les petits merci, ça a été rajouté il n'y a pas longtemps. Vous cliquez et vous pouvez faire un petit don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, sur ce, on va commencer l'analyse parce que je pense que la vidéo va être assez longue vu qu'il y a énormément de choses à dire. Donc on va commencer comme d'habitude par jeter un petit coup d'œil au dollar. Donc on avait vu que récemment le dollar, il avait cassé la trendline baissière et le Fibo 0,236 par rapport à toute la baisse. Donc c'était plutôt mauvais signe à ce niveau-là, mais que heureusement on avait des grosses divergences daily. Vous voyez, on fait des plus hauts et on fait des plus bas. Donc il fallait s'attendre à une correction et que il y avait forcément un menteur, que le Bitcoin et le dollar ne pouvaient pas être tous les deux sur un bottom. Donc on sait que forcément au bout d'un moment ou un autre, il y en a un ou deux, il va avoir une grosse correction. Donc ce soit le dollar qui va aller rechercher dans un premier temps, pourquoi pas le bas du range, voire le casser, donc là ce sera extrêmement positif pour le Bitcoin, ou alors le dollar va continuer la hausse et du coup on ira faire des nouveaux plus bas sur le Bitcoin. Voilà, donc on a vu que à court terme, de temps en temps, ils sont corrélés, enfin inversement corrélés, mais globalement, c'est pas toujours le cas. Mais là, effectivement, c'était vraiment le cas. Regardez, le 21 juillet, le dollar, il était à son top. Et si on va sur un graphique du Bitcoin et qu'on va voir au 21 juillet, voilà, il était sur le bottom. Donc le dollar a corrigé depuis le 21 juillet. Il a trouvé du support le 30 juillet, juste en dessous. Donc il a fait un petit fake out de la trendline baissière pour trouver du support. Et le Bitcoin, lui, le 30 juillet, il a trouvé son top. Donc vous voyez, là, ça marche parfaitement. Mais comme je vous ai déjà dit, c'est pas toujours le cas. Sur du court terme, on peut avoir les deux qui montent en même temps ou les deux qui descendent en même temps. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Au long terme, par contre, depuis 10 ans, il n'y a jamais eu de moment où le Bitcoin et le dollar avaient un bull run en même temps. Donc, il y en a un des deux qui va forcément crasher et un des deux qui va forcément avoir une tendance haussière. Donc, le dollar semble trouver un petit support du coup sur la trendline baissière cassée précédemment. Donc, il faudra surveiller attentivement. En gros, maintenant, ce qu'il faut surveiller sur le dollar, c'est ce niveau-là, donc le Fibo 0,236, et ce niveau-là. Si on recasse la trendline à la baisse, qu'on clôture en dessous, il y a de fortes chances que dans un premier temps, on retourne chercher le Fibo 0,30. C'est même pas le Fibo, c'est juste le support en dessous des 90. Donc du coup, ça nous donnerait sûrement un mouvement haussier sur le Bitcoin, pourquoi pas pour aller rechercher les 50 000 $. Dans l'autre sens, si le dollar il remonte et qu'il recasse, bien sûr avec des clôtures, les 0,236, eh bien il faudra s'attendre à un mouvement baissier sur le Bitcoin. Par contre, on pourrait très bien monter un petit peu sur le dollar, cracher encore un peu sur le Bitcoin, enfin cracher, descendre encore un peu sur le Bitcoin, aller rechercher pourquoi pas les 35-36 000 $, on verra pourquoi après, et que ce niveau joue résistance et qu'il reparte à la baisse après et que le Bitcoin reprenne sa hausse. Dans tous les cas, il faut surveiller cette zone-là, le Fibo 0,236 aux alentours des 92,5 et bien entendu la trendline qui fait support aux alentours des 80, 92, 91, 92, 91,8, 92. Voilà, donc maintenant on va passer sur le Bitcoin, sur les petits time frames et voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la dernière vidéo. Donc, on avait pris des achats ici, entre ici et ici, entre les 29 000 et les 32 000, parce que tout le monde était très bearish, il s'attendait à un crash, nous on s'attendait plutôt à un petit fake out, donc on a pris des achats, on avait notamment retouché la trendline
baissière qu'on avait précédemment cassé à la hausse, donc en pullback. Moi, j'étais pas là, donc moi j'ai attendu et j'avais pris vers les achats vers les 32 000 que j'avais partagé sur Twitter, bien évidemment. Ensuite, la semaine dernière, on était, quand j'ai fait la vidéo, dans ces niveaux-là. On s'attendait à une petite correction et je vous avais dit le premier niveau pour acheter, ce serait les 0,382 qu'on est venu toucher vers les 36 500 $. Encore une fois, j'avais partagé pour Twitter. Donc, il y avait des achats à tenter ici. Je parle bien sûr pour les traders. Et du coup, on a fait 36 500 jusqu'à 42 000. Donc, c'était un très bon trade. Bravo à ceux et celles qui l'ont pris. Donc, maintenant, on en est où? Donc déjà, le Fibo, on va le replacer correctement. Voilà, maintenant, c'est ici. Et on va s'intéresser à, est-ce que ce mouvement est un mouvement haussier? Ça veut dire, est-ce que là, on a trouvé un bottom et on repart à la hausse? Ça va être un peu le sujet de la vidéo. Ou est-ce que c'est juste, encore une fois de plus, un rebond, un retour sur le haut du range pour repartir vers le bas du range? Donc, d'un point de vue Elliott, si on a trouvé un rebond ici, on doit trouver 5 vagues haussières. Donc là, on pourrait déjà faire un prédécompte. 1, 2, 3. Vous voyez, là, on a fait un plus haut. 4. Donc la 4 même, elle est en flat. Vous voyez, on fait 1, 2, 3. Ça, tout ça, c'est la vague 4. Parce que là, on a fait un plus bas sur le RSI. Même si là, on n'a pas fait un plus bas. Je vous rappelle une correction, on n'est pas obligé de faire un plus bas. Une A, B, C. Ici, on n'est pas obligé de faire un plus bas. Ça s'appelle une flat. Par contre, le plus bas sur le RSI nous dit que la fin de la correction de ce petit mouvement correctif était ici. Donc c'est potentiellement une flat, donc la vague 4, et là la vague 5 en divergence. Vous voyez, on diverge. Donc déjà là, c'était un premier signal pour vous dire que attention ici, voilà, on avait un plus haut, un plus bas, un plus bas, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Donc vous voyez, double divergence baissière. Ça vous disait, attention, ici, il se passe quelque chose, on va sûrement avoir un retournement. Donc on a eu une petite vague 5, et là on a terminé potentiellement une petite 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si on est bien, on a bien trouvé un bottom et qu'on a nos 5 premières sous-vagues, là, on a fait une vague 1. Et donc là, du coup, on est en train de faire la correction de vague 2. Donc, pour ceux qui pensent qu'on est dans ce scénario, tout simplement, une vague 2, la plupart du temps, vous savez que ça va chercher tout simplement les 0,5, les 0,618. Bien entendu, de temps en temps, quand un actif est très bullish, on peut s'arrêter au 0,382. D'ailleurs, c'est parfaitement ce qu'on a touché là, et c'est le niveau de support actuel. Mais ce n'est pas la target à privilégier. La target à privilégier, c'est les 0,5, les 0,618, donc entre les 36 000 et les 34 400 environ, donc aux alentours des 35 000 $. Bien entendu, une vague 1 peut aller aussi rechercher, ça arrive quand même assez régulièrement, la zone de rechargement de short, ou là plutôt la zone de rechargement de longue, donc 0,774, 0,786, aux alentours des 32 000 $. Mais globalement, on va voir dans la suite de l'analyse qu'il vaut mieux éviter de casser les 0,618, donc les 35 000 $. Mais quoi qu'il en soit, on pourrait aller rechercher ça. Par contre, si on casse cette zone-là, donc les 32 000 $, le scénario de la 1, 2, 3, 4, 5, il devient beaucoup moins pertinent et il y a de fortes chances qu'on reprenne la tendance baissière pour aller faire des nouveaux plus bas. Donc ce sera vraiment la zone à surveiller, mais malgré tout, il serait quand même préférable de garder cette zone-là. On va le voir pourquoi dans le reste de l'analyse. Donc, pourquoi ici on avait des signaux de vente? Tout simplement, on l'a vu déjà, on a des grosses divergences en 4 heures. Mais également, si on prend par exemple ce schéma, vous voyez, c'est le schéma que je ne vous ai pas montré depuis plusieurs semaines, mais il n'a pas bougé avec notre canal. C'est tout simplement, on a fait un retest du bas du canal. Vous voyez, ici, là on l'avait cassé, tout simplement un pullback, et on pourrait très bien repartir à la baisse à partir de maintenant. Donc, c'est pas pour rien que je vous avais dit que les 41 42 000, il y avait des très grosses résistances. Notamment, je me rappelle bien, voilà, il y a un mois,
avec vous ne passerez pas, attention grosse résistance, les 42 000 sont un niveau extrêmement important. Donc on n'allait pas le passer comme ça. Mais on avait également, alors maintenant du coup il faut que je retrouve mon graphique. Voilà. Vous vous rappelez, la trendline long terme haussière, on avait dit qu'on aura probablement un jour faire un pullback dessus. Eh bien c'est fait, regardez, on est parti parfaitement faire un pullback. Donc c'était vraiment une zone de short idéale. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait la localisation, mais également la confirmation indicateur avec les divergences. Donc il y avait autour des 42 000 $, des shorts à tenter. Ceux qui avaient loupé cette zone pouvaient tenter les shorts ici. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, je vous avais tracé une trendline donc qui représente un peu, c'est la trendline de la vague 1, hein, comme je vous ai toujours dit. En général, quand vous avez une première vague, vous tracez une trendline. Quand on la casse, eh ben, c'est tout simplement qu'on va aller chercher la vague 2. Donc on a cassé en même temps à ce point-là, et c'est parfait, la trendline et le gros support qui était ici depuis un certain moment, hein, donc le haut du range en clôture. À ce moment où on a cassé ces deux niveaux, il y avait aussi des shorts à prendre autour des 40 800 $ pour ceux qui avaient raté le top. Donc maintenant, bah comme dit, soit on est dans une vague 1, et là on est en train de faire une 2. Alors on a peut-être potentiellement trouvé un support, mais c'est un petit support, les 0,38,2. Ce serait mieux quand même d'aller rechercher, comme on a vu précédemment, la zone ici pour tenter des achats avec plus de confiance. Bien entendu, il faudra les confirmations indicateurs, mais c'est cette zone-là à surveiller pour ceux qui veulent maintenant rentrer, qui n'ont pas encore rentré. Donc j'espère que vous n'êtes pas fait avoir, parce que ici, il y a quelques jours, il y a tout le monde qui s'enflammait, qui parlait des 100 000 $, etc., alors qu'on était sous une grosse résistance, alors qu'on n'avait eu aucune confirmation. Tout simplement, notamment, alors là, du coup, on va passer peut-être sur un graphique en weekly. Pourquoi les gens étaient très bullish? Alors, on y reviendra après, mais on va quand même le voir rapidement. Voilà. C'est parce que pour eux, on avait clôturé au-dessus de la EMA 21 weekly 1. Donc moi, je suis désolé, j'appelle pas ça une clôture. On clôture quelques centimes au-dessus avec une grosse mèche. Moi, je vois ça plutôt comme un rejet. Donc moi, j'étais plutôt dans un rejet. Les gens, eux, étaient ultra bullish parce qu'on a clôturé quelques centimes au-dessus. Ce n'est pas une clôture. Une clôture, il aurait fallu soit qu'on soit bien au-dessus, donc par exemple au niveau de la mèche, ou attendre la bougie d'après, avoir une bougie entière au-dessus. Là, c'est pas une clôture. Moi, quand je vois ça, vous dézoomez, vous voyez, c'est un rejet. Ouais, je sais pas si vous voyez une clôture, moi je vois tout simplement un rejet. Donc voilà, tout le monde s'enflammait comme d'hab. D'ailleurs, c'était un signe de plus pour shorter. Quand vous voyez tout le monde sous une résistance qui vous parle des 100 000 $, en général, il vaut mieux prendre vos profits ou shorter parce qu'il va y avoir une petite correction derrière. Donc, je vais lire mes notes parce que du coup, là, je me suis un peu perdu. Ok, du coup, maintenant, on va passer au daily. Donc, on va aller sur ce graphique et on va passer en daily, jeter un coup d'œil aux indicateurs. On va commencer par le RSI. Donc le RSI, encore une fois, un nouveau signal comme quoi qu'il fallait faire très attention, parce qu'on était rentré en zone de survente, de surachat. Alors bien évidemment, comme je vous ai toujours dit, en zone de surachat, on peut y rester très longtemps, c'est pas parce qu'on est en zone de surachat qu'il y a un problème. Par contre, au moment où on a recassé la zone de surachat, donc environ ici, sur ces deux bougies, et bien là, par contre, c'était un signal baissier, quand on recasse la zone de surachat. Donc ça, plus tout ce que je vous ai dit avant, vous pouviez bien entendu tenter un short par rapport à ça. Voilà. Donc maintenant, ça ne va pas nous dire grand-chose de plus. On est plutôt dans un territoire neutre et on va attendre le développement dans les jours qui viennent. Par contre, ce qu'on pourra regarder, alors on va se remettre, c'est si on continue à descendre. Pour aller
par exemple, rechercher les 35-36 000 $, comme on a vu, les Fibo 0,5-0,618. Il faudra surveiller notre ancienne trendline baissière, qu'on a cassée. Hein. Vous vous rappelez le gros niveau d'achat ici, hein, qu'on parlait depuis au moins 6 mois. Si on continue à descendre, il faut avoir la réaction avec cette trendline. Ça pourrait être un niveau d'achat extrêmement pertinent. On casse une trendline, hop, pullback. Donc, si jamais le Bitcoin continue à descendre pour aller rechercher, pourquoi pas, les 35-36 000 $, et que l'URSI descend fortement et qui vient retester la trendline, ce sera un très bon niveau pour tenter des achats. Bien entendu, si on casse les 35 000 $ et qu'en même temps, on recasse à la baisse la trendline, là, au contraire, ce sera un gros signal baissier. On va maintenant, du coup, aller voir le MACD. Donc, en daily, alors déjà, je vous rappelle, en daily, quand on est plutôt dans un range ou dans une consolidation, on a énormément de faux signaux. Donc, il ne faut pas non plus trop se focaliser sur le daily, parce que c'est un range, et vous voyez, ça monte, ça descend, ça croise, ça recroise, sur vente, sur achat. Pareil ici, donc faut pas non plus vraiment compter sur les MACD en daily quand on est dans un range. Mais on peut quand même jeter un coup d'œil. Donc là, on a croisé donc bearish, hein, signal en plus. On commence à passer en dessous de la zone de surachat. Mais par contre, là, on n'a pas encore les confirmations. Si par contre, dans demain, ça sera sûrement demain, si on continue à baisser, on a une confirmation du MACD, donc il croise avec bougie rouge. Il faudra s'attendre à ce que la baisse continue encore un petit peu. Mais comme je vous ai dit, on est dans un range. Donc, nous, ce qu'on aime regarder quand c'est comme ça, c'est le time frame supérieur. Donc, c'est le 3 jours. En 3 jours, hop, on est sur le point de croiser à la baisse. Mais comme je vous ai toujours dit, c'est pas important. On peut croiser à la baisse, reprendre, tant qu'on ne casse pas la zone de surachat. Par contre, si en 3 jours, au niveau déjà du stock RSI, on croise à la zone du surachat, ce sera le premier signal pour vous dire attention, on va peut-être reprendre la baisse. Bien entendu, il faudra après la confirmation du MACD. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc du coup, on va aller jeter un œil à Ichimoku. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas été voir notre ami Ichimoku. Donc, très bon signal haussier parce que, alors déjà, comme je vous avais dit la dernière fois, quand on entre dans le nuage, en général, hein, c'est toujours comme ça, c'est comme un aimant. On est attiré vers le haut du nuage. Ensuite, il faut attendre la réaction. Et du coup, on l'a cassé à la hausse. La lagging span, ce qu'on attend, c'est que ça repasse au-dessus du cours. Hein. Donc là, on a eu la confirmation haussière. Quand la lagging span est passée au-dessus du cours. Chose qu'on n'avait pas faite depuis ce niveau-là. Vous voyez, on était passé en dessous ici. Là, au 27 mars. La résistance, on repart à la baisse, la résistance, 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 résistance. Donc, c'est quand même un joli signal haussier en daily, et je rappelle, c'est juste en daily, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on veut, bien entendu, c'est que le Bitcoin tienne le haut du nuage, et que la lagging span tienne le cours du Bitcoin. Donc, la lagging span, on ne veut pas qu'elle repasse ici en dessous des 34 000, et le Bitcoin, on ne veut pas qu'il recasse le nuage. Donc, bon, si on va dire qu'il prend son temps, ce sera le gros plat ici, aux alentours des 34 900, donc des 35 000 $. 35 000, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ça va être un gros niveau important. C'est à peu près le niveau des 0,618. C'est pour ça qu'on ne veut pas casser les 35 000 $, parce qu'on a beaucoup de support. On a une grosse zone aux 35 000 $, donc il vaudrait mieux éviter de le casser. On a également regardé le gros plat de la Kijun ici, même si la Kijun, elle, se trouve légèrement au-dessus, environ aux 36 000 $. Donc ça, c'est pour Ichimoku en daily. Bien entendu, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus. Alors là, on n'est plus au-dessus de la Tenkan, mais la Tenkan, elle est un peu faible. Donc c'est plutôt encore bullish, parce qu'il n'y a pas grand-chose au-dessus, au-dessus. Enfin, il n'y a même rien, à part la Tenkan là, mais la Tenkan, elle est plutôt faible. Donc on va aller voir ce qui se passe en 3 jours. En 3 jours, on peut voir deux choses importantes. On peut voir qu'on a un niveau de support formé par la Kijun et la Tenkan, au niveau, encore une fois, des 35-36 000 $. Donc encore une fois, on retrouve le même niveau. Et à la hausse, on a, regarde d'ailleurs ce qu'on a été faire, on a été tester le haut du nuage
Donc c'était un niveau de résistance. Et ce qu'on veut, bien entendu, c'est passer au-dessus du nuage. En 3 jours, quand on est au-dessus du nuage, on est vraiment très bullish. Quand on est en dessous, ben, voilà, on est bearish. Donc ce qu'on veut maintenant pour confirmer le daily, c'est la confirmation du 3 jours. Donc on veut que le Bitcoin passe au-dessus du nuage, donc aux alentours des 45 000 $. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, que si on arrivait à casser la grosse résistance, donc au niveau, on va arrondir maintenant des 42 000 $, la première target, ce serait les 45 000 $. Alors c'est pas une énorme résistance, les 45 000 $, mais c'est la résistance intermédiaire. Il faudra quand même la surveiller. On a vu la semaine dernière que la grosse résistance se situait autour des 50-52 000 $. Et que si jamais on cassait le range, ce serait cette target qu'il faudrait privilégier, les 50-52 000 $. Mais il faudra aussi, bien entendu, quand même jeter un œil aux alentours des 44-45 000 $, parce que c'est quand même une résistance intermédiaire. Et voilà, en plus de ce qu'on a vu la semaine dernière, on a du coup le Ichimoku en 3 jours. Et si on casse ici, ce sera plutôt très bullish, parce qu'en 3 jours, on n'aura plus rien au-dessus. Je vous rappelle, si on passe la Tenkan, la Kinjun et le haut du nuage, c'est terrain libre. Il n'y a plus aucune résistance niveau Ichimoku en 3 jours. Et ce qu'on voudra, bien évidemment, c'est la confirmation de la lagging spine. Donc c'est la blanche, hein, qui repasse comme en daily au-dessus du cours. Donc si on arrive à casser le nuage et que la lagging span casse au-dessus du cours, ce sera une confirmation haussière. Voilà. Et il faudra s'attendre à aller rechercher notre target des 50-52 000. Dans un premier temps, bien entendu. Donc 45 000, grosse résistance, enfin résistance intermédiaire, et 35 000, encore une fois, le support. Maintenant, on va changer de time frame, et on va, avant d'aller voir le weekly, on va aller jeter un œil au mensuel, tout simplement parce qu'on a clôturé un nouveau mois, donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc en mensuel, alors on va commencer par Ichimoku, parce qu'on est dessus. Et comme vous pouvez voir, on a réussi à tenir, depuis la chute, en clôture, bien entendu, la Kijun. La Kijun qui se situe au niveau des 34 000 $. Donc, il faut tenir ce niveau en mensuel. Donc là, maintenant, on a le temps, vu qu'on est en début du mois. C'est très important, sinon, il faudrait s'attendre à une grosse chute. Hein. Quand on passe en dessous de la Kijun, en général, on a, vous voyez, des chutes assez conséquentes. Parce qu'on n'a pas grand chose, on n'a plus de support en dessous. Alors bien entendu, on a le nuage, hein, mais le nuage il est très très bas, il est aux alentours de 10 000 $. Donc comme vous pouvez voir, en général, on ne va pas chercher le nuage. Vous voyez, on casse la Kijun, on ne va pas chercher le nuage. On casse la Kijun, on ne va pas... voilà, là on était en dessous du nuage, donc on n'en parle pas, mais voilà. C'est le seul support qu'on a. Donc bien entendu, pour avoir d'autres supports, il faudra changer de time frame. Mais globalement, en général, quand on clôture en dessous de la Kijun, il faut s'attendre à une grosse chute. Donc, en mensuel, c'est le niveau à tenir, les 34 000 $. Voilà. Donc, à surveiller, bien entendu. Donc, sinon, voilà, là, on se bat avec la Tenkan. Hein. Donc, la Tenkan qui se trouve, le haut de la Tenkan, allez, on va arrondir ça aux 41 000 $. Donc, par contre, si en mensuel, on clôture au-dessus de la Tenkan, eh bien, on sera au-dessus du nuage, au-dessus de la Kinjun, au-dessus de la Tenkan. Ce sera très bullish, il faudra probablement s'attendre à ce qu'on continue la hausse. Maintenant, on va jeter un œil au MACD, toujours en mensuel. Donc, le MACD et le Stochs RSI sont plutôt neutres. Rappelez-vous, ici, pour le Stochs RSI, on savait que ici c'était un niveau de vente. Que en mensuel, vous voyez, quand on croise à la baisse et on passe au-dessus de la zone, en dessous de la zone de surachat, ça nous indique une grosse baisse, comme ici, comme ici. Bon là j'ai pas tout l'historique, mais voilà. Donc c'était une des choses à regarder dans la vidéo que je vous avais dit, attention pour trouver le top du marché. Voilà, donc c'était un gros signal de vente. Et bien à l'inverse, bien entendu, on surveillera le recroisement à la hausse. Bon, pour l'instant, vous voyez que c'est pas fait, donc pour l'instant on n'a aucun signal long terme pour dire qu'on va reprendre la hausse. Ici, on n'a pas eu de confirmation baissière parce que c'est quelque chose, il est très lent le MACD en mensuel, hein. Il nous donne des gros signaux, mais souvent même en retard. Donc bien entendu, il est toujours bullish. Voilà. Donc à surveiller ici. Donc pour ça que je vous dis que c'est neutre en mensuel. On n'a pas croisé à la hausse, mais on est quand même en train de se stabiliser légèrement.
Donc ça nous apporte pas grand chose, sauf nous dire que c'est plutôt neutre. Et par contre, qu'il faudra surveiller le stock RSI, pas le MACD, hein, il est bien beaucoup trop lent en mensuel. Il faudra surveiller le stock RSI. Si par contre il recroise à la hausse, comme ici, vous voyez ici il a croisé, hop, gros signal haussier. Il a croisé ici, gros signal haussier. Eh bien, il faudra s'attendre à un grand mouvement haussier. Attention, pas forcément aller faire des nouveaux plus hauts. Pourquoi? Regardez bien ici au 14 000, on a croisé à la hausse, pourtant on a été juste au 14 000, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Mais ça on en parlera en fin de vidéo. Ensuite, on peut aller jeter un coup d'œil aux moyennes mobiles. Et comme vous pouvez voir, on a tenu la EMA 21, on n'a même pas été la toucher, hein. Rappelez-vous, c'est une de mes targets potentielles si on devait casser le range, c'est au niveau des 27 000 $, parce que notamment on a le EMA 21 weekly, mais également, comme vous le savez, le FIBO 0,618 de toute la montée qu'il y a là. Donc, bien entendu, en clôture mensuelle, c'est un niveau à tenir. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si on casse la EMA 21 en mensuel, la target d'après, c'est tout simplement la MA 50, comme ici. On casse, on va rechercher la MA 50. On casse, on va rechercher la MA 50. On casse, on va rechercher la MA 50. Donc si on devait clôturer, et je vous rappelle c'est en mensuel, en dessous de l'EMA 21 mensuel, on ira fort probablement rechercher la moyenne mobile 50 mensuelle qui se trouve aux 14 000 $. Et c'est le gros niveau qu'on attend en cas de grosse chute, parce que c'était, regardez, la clôture mensuelle ici, vous voyez, au niveau des bougies, également le top. C'est pas pour rien qu'on s'est arrêté là, parce que c'était également le gros niveau. Donc c'est le gros niveau de support, les 14 000 $, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc si on devait casser en mensuel la UMA 21, il faudra surveiller les 14 000 $. Donc voilà, mais sinon pour l'instant le mensuel est toujours bullish parce qu'on est toujours au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Voilà. Il passera bearish, bien entendu, si on casse ce niveau-là, les 34 000 $ en mensuel. On va passer maintenant du coup au weekly. Et on va s'intéresser tout d'abord au MACD. Alors, on a eu un croisement, on avait vu ici, du stock RSI, mais comme vous le savez, c'est juste un premier signal. La première confirmation se fera quand on repassera au-dessus de la zone de survente, et la deuxième confirmation se fera avec le MACD, quand il repassera bullish, donc il croisera la hausse, et qu'on aura bien entendu nos belles bougies vertes. C'est également le MACD en weekly, un indicateur que je vous avais donné à surveiller pour le top de bull run, et je vous avais dit que au moment où on croiserait, on aurait soit un top de bull run, soit au moins une très grosse correction, hein. Bah, ça n'a pas loupé, hein. On a fait 50% de correction suite au croisement bearish en weekly du MACD. Donc bien entendu, maintenant pour un mouvement haussier, on attend qu'il recroise à la hausse, comme ici, mais encore une fois, pareil que le stock RSI en mensuel, ça nous donnera pas forcément une indication qu'on ira faire un nouveau plus haut. Encore une fois, on verra ça en fin de vidéo. Mais vous voyez, aux 14 000 $, on a recroisé à la hausse. Pourtant, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Ça nous donnera seulement une indication qu'on va probablement faire un gros mouvement haussier. Donc, on pourrait très bien aller chercher les 50, 52 000 $, 56 000 $, pourquoi pas. Mais ça ne nous donnera pas la conviction, à lui seul, qu'on ira faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc, à surveiller. Ensuite, on va aller regarder Ichimoku. Donc Ichimoku, on est repassé au-dessus de la Tenkan, donc c'est un premier bon signe. Maintenant, on a la Kijun au niveau des 46 000 $, 47 000 $. Donc ce sera le prochain niveau à surveiller en weekly sur Ichimoku. On a le nuage en dessous, aux alentours des 35 000 $, encore une fois, donc niveau à pas casser. Parce que je vous rappelle, ensuite, il n'y a plus rien. Bon, bien entendu, premier temps, si on pénètre dans le nuage, on ira chercher le bas du nuage aux alentours des 30 000. Mais il n'y a pas de gros support, mis à part le bas du range. Donc ce sera plutôt mauvais signe. Donc encore une fois, il faut tenir les 35 000 $. Voilà. Par contre, si on repasse au-dessus de la Kijun,
eh bien, il n'y a plus rien. Au-dessus, il n'y a plus rien. Donc, ce sera plutôt bullish en weekly. Mais il nous faut toujours l'aval de la lagging span. Donc, la lagging span, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Eh bien, elle travaille le cours. Et malheureusement, le cours, ensuite, il monte. Donc là, elle va se retrouver en dessous du cours. C'est plutôt bearish. Même si elle descend pas, même si elle stagne, ou même si elle commence à monter, elle se retrouvera en dessous du cours, parce que le cours, lui, est monté. Donc, à moins qu'on ait un mouvement vraiment très agressif vers le haut, et donc la lagging span nous fasse vraiment un mouvement très agressif pour se extraire rapidement du cours, elle va rester un certain temps en dessous du cours, ce qui est plutôt bearish. Maintenant, il faudra attendre sûrement plusieurs semaines avant d'avoir la confirmation de la lagging span en weekly, le temps qu'elle traverse ici et qu'elle casse par le haut, ou alors un mouvement comme ça. Vous voyez, elle pourrait très bien suivre par exemple un peu la lagging, la Tenkan ici, et casser vers ici, vers dans, disons, mais dans quelques mois. Disons que on n'aura pas la confirmation de la lagging span en weekly avant quelques mois, parce que malheureusement, on va se retrouver en dessous du cours. Donc ce qu'on surveillera, on pourra juste surveiller, bien entendu, la Kijun. Mais le jour, il faudra quand même être prêt psychologiquement, où on aura confirmation de la lagging span, bon, eh bien ce sera un des indicateurs qui pourra nous dire qu'effectivement, on va aller faire des nouveaux sommets. Ensuite, on va aller voir les moyennes mobiles, donc toujours en weekly, hein. Donc comme on a vu tout à l'heure, pour moi, ça, c'était pas une clôture, hein, c'était un rejet. Donc ce qu'on veut maintenant cette semaine, c'est passer au-dessus de la EMA 21. Et en général, c'est un bon signal haussier, hein, vous voyez. En général, quand on est au-dessus de la moyenne mobile 21 weekly, c'est plutôt bon signe, mais ça suffit pas. Encore une fois, comme les deux indicateurs que je vous ai montrés avant, ça suffira pas pour aller faire de nouveau plus haut. Pourquoi? Bah, il suffit de regarder le passé, hein. Vous voyez, là, on casse. Ça ne nous empêche pas de redescendre après. Ici, on casse à la hausse, ça ne nous empêche pas de redescendre après. Ici, on casse à la hausse, ça ne nous empêche pas de rechuter après. Etc. etc. Donc, oui, c'est un indicateur, mais, vous voyez, on casse à la hausse, ça ne nous empêche pas de rechuter après. Pareil ici. Ici, pareil. On passe au-dessus. Quand on a eu une grosse bougie de 40% au mois d'octobre 2019, ça ne nous empêche pas d'aller ensuite casser plus bas après. Ici, pareil. Vous voyez, donc, c'est un indicateur qui nous dit qu'on a une hausse à venir sûrement dans les semaines qui viennent. Mais ça nous donne encore une fois pas une conviction qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Ça ne suffit pas. Voilà. Donc si on clôture au-dessus, effectivement, on ira fort probablement rechercher les 50, 52 000, voire un peu plus haut. Mais c'est pas suffisant en soi pour nous dire qu'on va encore une fois aller faire des nouveaux sommets. En dessous, bien entendu, on a la MA50 hein, qu'on a plutôt tenu, on a réussi à clôturer en dessous. Et si on clôture en dessous, en weekly, encore une fois, ce sera un signal baissier. Donc maintenant, elle se situe au niveau des environ 34 000 $. Donc, encore une fois, il faudrait tenir les 34 000 $ en weekly. Parce que si on commence à faire des clôtures en dessous, eh bien, c'est comme d'habitude, il faudra prendre la target, la moyenne mobile en dessous, donc la moyenne mobile 100, qui se trouve au niveau des 21 000 $. Bien entendu, si la moyenne mobile 100 ne tient pas, c'est la moyenne mobile 200 qu'il faudra regarder. Celle en général qui nous donne les bottoms, hein, des bull run, vous voyez ici, double bottom. Ici, bottom. Ici, en clôture, on a réussi à la tenir bottom. Donc, elle se situe environ, encore une fois, aux 14 000 $. Donc vraiment, si on devait avoir une grosse chute sur le Bitcoin, les 14 000 $, ce serait vraiment une zone magnifique pour faire des achats. Alors, si je devais parier, je pense pas qu'on ira jusqu'aux 14 000 $, mais il faut quand même être prêt. Il faut quand même être prêt au cas où. Et moi, je peux vous dire que si on va aux 14 000 $, je ferai des très gros achats sur cette zone. Oui, parce qu'en gros, il y a deux scénarios possibles, hein, si on casse le range. Donc le range, hein, c'est les 28 000 $. Soit on va faire un fake out, un gros fake out, pas comme le petit qu'on a ici, vraiment un fake out, c'est-à-dire on casse vraiment le range. Et on va rechercher la zone que je regarde depuis un moment, c'est-à-dire les 26-27 000 $. Au niveau de la Kijun, je crois, mensuel, on a le Fibo 0,618, donc je vous le remets quand même. Hein. Donc Fibo le plus important, si là on est bien dans une vague correctrice, hop,
Voilà, Fibo 61,8, vous voyez, on n'a pas encore été touché, hein, donc il se situe aux 27 000 $. Donc pourquoi pas aller rechercher ce niveau-là, aux alentours des 26-27 000 $. Et je parle en clôture, hein, bien entendu, on peut mécher pour aller un peu en dessous, aux 23-24 000 $, mais je parle les clôtures, donc clôture aux 26-27 000 $, et repartir tout de suite à la hausse, donc un fake out, soit aller beaucoup plus bas. Si on va beaucoup plus bas, les 20 000 $ que tout le monde regarde, moi je n'y crois pas. Comme je vous ai dit, quand un niveau est trop regardé, en général, soit on n'y va pas, donc on s'arrête un peu au-dessus, soit on le casse complètement pour aller beaucoup plus bas. Et là, dans ce cas-là, moi ce que je regarde, c'est les 14 000 $, tout simplement. Alors maintenant, pour conclure, et c'est ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, on va voir du coup qu'est-ce qu'il nous faut pour aller faire des nouveaux plus hauts. Parce qu'on a vu que passer au-dessus, clôturer au-dessus de la EMA 21 Weekly, ça nous donnerait peut-être une hausse sur les semaines à venir, mais ça ne nous indiquerait pas de faire des nouveaux plus hauts. On a vu également le MACD, que lui aussi, ça nous donnerait une hausse à venir, mais ça ne nous donnerait pas forcément des nouveaux plus hauts, comme ici. On a eu un croisement, mais on n'a pas fait des nouveaux plus hauts. On a également, en daily, comme vous le savez, ce qui est garant du bull run en daily, c'est la moyenne mobile 200. Il faut passer au-dessus de la moyenne mobile 200, c'est-à-dire, encore une fois, des 45 000 $, niveau encore une fois important. Et être sous Golden Cross, donc c'est la MA 50 qui passe au-dessus de la moyenne mobile 200. Ça nous indiquera effectivement qu'on est plutôt bullish, mais encore une fois, comme vous pouvez le voir, ici, quand on est parti rechercher les 14 000 $, on est bien passé au-dessus de la moyenne mobile 200. On a bien eu une Golden Cross ici. On a bien eu du coup un gros mouvement haussier. Hein. On est passé des 4 000 $ aux 14 000. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour faire des nouveaux plus hauts. Ça nous indique une tendance haussière, mais pas forcément qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut plutôt regarder pour être sûr, avoir de très très fortes probabilités qu'on aille faire des nouveaux sommets? Eh bien déjà, il y a notre poteau, le super trend. En weekly, bien entendu. Donc lui, pour l'instant, il ment pas. Quand il est bullish, en général, on est dans une grosse tendance haussière, on fait des plus hauts. Quand il est bearish, à l'inverse, on fait des plus bas. Vous voyez, quand il est bullish, on fait bien à chaque fois des nouveaux plus hauts. Quand il est bearish, des nouveaux plus bas. Bullish, des plus hauts, etc., etc. On en a déjà parlé. Donc là, malheureusement, il est passé bearish. Donc, théoriquement, il faut s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Comme on a vu, c'est sur du long terme. Sur du court terme, on a vu que là, par exemple, on l'a cassé exactement à peu près, vous voyez, comme ici. Ça ne nous a pas empêché de faire un rebond pour aller le retester. Donc c'est pour ça qu'on surveille la zone du super trend autour des 52 000 $. C'est pour ça que je vous parle, entre autres, de la zone des 50-52 000 $, parce qu'il y a le super trend. On pourrait très bien aller le retester, qu'il fasse résistance, et qu'on reparte faire des nouveaux plus bas. Exactement comme ici. On le reteste, hop, plus bas. Et ensuite, on le casse plus tard. Bon, mais du coup, il faudra surveiller cette zone. Si il ne joue pas son rôle de résistance, et qu'au lieu de repartir à la baisse, eh bien on le casse à la hausse en clôture en weekly et qu'il repasse dans le vert, là, ce sera un gros signal haussier. Et il faudra s'attendre, probablement, à repartir dans une nouvelle vague haussière et aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, super trend weekly, première chose à regarder. On a également, rappelez-vous, le Gaussian Channel. Donc en weekly, on est venu s'appuyer dessus, donc c'est plutôt bullish. Hein. Donc il faudra surveiller, bien entendu, le niveau, encore une fois, des 34 000, 35 000 $. Si on clôture en dessous, eh bien, il faudra s'attendre à aller rechercher dans un premier temps les 26-27 000 $, niveau dont je vous parle à chaque fois. Et si on casse ce niveau, eh bien, le bas est aux alentours des 19 000 $. Mais tant qu'on tient ici, c'est plutôt bullish. Donc, à surveiller. Mais ce qui nous intéresse aussi, nous, c'est le 5 jours. Et le 5 jours, on a la résistance du haut du canal, encore une fois, 44 800 $, donc environ les 45 000 $.
Donc c'est pas une résistance si intermédiaire que ça. Hein. Vous voyez quand même qu'on a quand même de grosses résistances aux 45 000 $. Hein. Donc ce sera quand même un niveau à surveiller attentivement. Bien entendu, on garde en ligne de mire nos 50-52 000 qui sont encore un plus gros niveau de résistance et une target, la target plus long terme. Mais les 45 000 $, c'est pas non plus un niveau à prendre à la rigolade. Il faudra quand même le surveiller attentivement ce niveau-là. Donc on a vu qu'en général, quand on cassait à la baisse, on allait rechercher le bas. Ici, alors c'est la première fois que ça fait ça, hein, on avait vu que en général, quand on cassait la médiane, on allait au bas du canal. Encore une fois, c'était vers les 27 000, mais on n'a pas été. Donc, soit c'est un fake out là, soit c'est ici le fake out. Il y a deux possibilités. Donc, soit c'est un fake out là, on va aller rechercher le haut du canal, et ensuite si on le casse, bah, ce sera très bullish, hein, parce que il n'y a plus rien au-dessus, vu que c'est un canal. Si par contre là, c'est ici le fake out et qu'on recasse donc les 35-36 000, donc zone, encore une fois, que je vous ai dit à surveiller, zone très importante à ne pas casser. Alors quand je dis casser, c'est en clôture, hein. Donc c'est 5 jours, c'est en clôture 5 jours. On peut très bien faire une mèche en dessous. Eh bien, il faudra s'attendre à ce que ce qui n'est pas arrivé là arrive, donc aller rechercher le bas du canal aux alentours des 27 000 $. Voilà, donc si on recasse les 45 000 $, au niveau du Gaussian Channel, bah, ça nous donnera une indication comme quoi potentiellement on va aller faire des nouveaux plus hauts. Ensuite, il y a les deux choses les plus importantes à regarder pour être sûr de repartir en tendance haussière, donc faire des nouveaux plus hauts. Ça va être la zone de rechargement de short. Alors, on va s'enlever les indicateurs du coup. On va s'enlever tous les indicateurs. On va se remettre le graphique. Voilà, regardez. On reprend le top donc de 2017-2018 aux 20 000 $. On se met le Fibo. Vous voyez que les 14 000, on est parti rechercher parfaitement les 61,8. Donc je vous rappelle, la zone de rechargement de short, c'est entre les 0,61,8 et 76,4, 78,6. Donc c'était ici. Donc tant qu'on n'avait pas cassé cette zone-là, ça nous disait de rester prudent et que il n'y a encore aucune confirmation. Donc ça va être la première chose à regarder. La zone de rechargement de short. Donc ici, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, mais on va le refaire. Voilà, on a le bas de la zone de rechargement, les 0,61,8 aux 51 300 $. Donc, encore une fois, niveau très important, 50-52 000 $, ce sera à surveiller attentivement. Il y a énormément de gens qui vont tenter des shorts dans cette zone-là. Et le haut de la rechargement de short est au niveau des 57 000 $. Donc cette zone-là, c'est cette zone-là à casser pour avoir de très fortes probabilités qu'on n'est pas dans un simple rebond, mais dans une reprise de la tendance haussière. Tant qu'on n'a pas cassé cette zone-là, on peut repartir à la baisse, on peut aller faire des nouveaux plus bas. Voilà, donc ça, ce sera la première chose à regarder pour avoir une confirmation haussière. Et casser le top des 65 000 $. La deuxième chose à surveiller, c'est, alors là j'avais fait, je me rappelle, une analyse, vous voyez, en octobre 2020. Est-ce que je l'ai perdu du coup? Voilà, il est là. BTC Bull Run, alignement des moyennes mobiles. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous pouvez aller regarder, et j'avais dit aux gens que c'était un gros signal haussier et que c'était la confirmation du Bull Run. Et bien, encore une fois, je vais vous dire la même chose. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe. On est bien là. Regardez. Vous voyez, ça, c'était le précédent bull run de 2014-2015. On a quoi dans un bull run? On a la EMA 21, la EMA 50, la EMA 100 et la EMA bleue. Donc, de la plus petite à la plus grande qui sont parfaitement alignées. Vous voyez, rose, orange, jaune, bleu. On a quoi ici? Dans le mini bull run jusqu'au 14 000, où tout le monde pensait qu'on allait faire des nouveaux plus hauts. On a la jaune, la orange, la rose. Bref, les moyennes mobiles ne sont pas alignées convenablement. Donc, on n'avait pas de confirmation que c'était une reprise de la tendance haussière. Par contre, ici, à partir du mois de juillet, et c'est ce que j'ai dit dans l'analyse, moi j'ai eu ma confirmation qu'on était en bull run ici.
À partir du moment où la EMA 21, c'était la dernière qu'on attendait, est passée au-dessus de la EMA 50, regardez ce qu'on a eu. Alignement des moyennes mobiles. Rose, orange, jaune, bleu, alignement parfait des moyennes mobiles. Donc ça, c'est une confirmation de bull run. Et il faut qu'on reste, alors on y est encore, hein, dans cette configuration. Donc, il faudra surveiller attentivement que cette moyenne mobile ne croise pas cette moyenne mobile. Parce que sinon, on ne sera plus dans cette confirmation des moyennes mobiles. Et du coup, il faudra s'attendre à un gros bordel et ce qu'on ait plusieurs mois de baisse avant qu'elle se réaligne à la hausse. Donc, il faudra surveiller attentivement ces moyennes mobiles. Et si on continue à monter, si on casse la zone de rechargement de short et que les moyennes mobiles sont toujours bien alignées comme ceci, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait faire des nouveaux sommets, tout simplement. Si, par contre, on commence à recracher et qu'on a la EMA 21 qui passe en dessous la EMA 50, il faudra s'attendre à un gros bordel et du coup, il faudra attendre un certain nombre de temps, sûrement plusieurs mois, avant qu'elle se réaligne et avant qu'on ait une nouvelle tendance haussière. Parce que je vous rappelle quand même qu'on est encore sous Death Cross, hein, qui a eu lieu ici, et que théoriquement, après une Death Cross, on a une longue période où on va faire des plus bas. Alors, allez regarder la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, pour exactement savoir. Alors, si je la retrouve. Ok, c'est là. Bitcoin, tout ce qu'on ne vous dit pas sur les Death Cross. Je vais vous résumer, mais en gros, il y a deux possibilités. Dans les Death Cross, il y a deux possibilités. Jusqu'à présent, je parle jusqu'à présent, et sur le Bitcoin exclusivement. Death Cross, il y a la vraie Death Cross directement. C'est-à-dire, on a une Death Cross, et tout simplement, quelques mois plus tard, on a un gros crash, on fait des nouveaux plus bas. Deuxième possibilité, on a la pseudo-fake Death Cross. Je dis pseudo-fake parce qu'en fait, au final, c'est pas une fake. C'est-à-dire qu'on a une Death Cross, un gros rebond, une Golden Cross, mais c'est une fake Golden Cross, et ensuite, on rechute pour avoir une deuxième Death Cross, et là, faire des nouveaux plus bas. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu sur le Bitcoin un cas où une Death Cross n'a pas entraîné une grosse chute. Voilà. On a eu soit une grosse chute directement, soit un gros rebond, une fake Golden Cross, une deuxième Death Cross et un plus bas. Mais pour l'instant, depuis la création du Bitcoin, vous pourrez aller voir la vidéo parce que j'explique en détail, on n'a jamais eu de vrai fake Death Cross. C'est-à-dire on n'a jamais eu une Death Cross comme ici par exemple. Et voilà, on repart à la hausse et c'est fini. En fait, elle a servi à rien. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Alors, est-ce que ça veut dire que ça arrivera jamais? Non. Voilà, ça veut juste dire que statistiquement, on a de très fortes chances, malheureusement, que dans les mois qui viennent, on reprenne la chute. Alors, bien entendu, comme on a vu, on peut aller chercher les 50-52 000 avant, voire même un peu plus haut. Hein. Le haut de la rechargement de short, elle est aux 57 000. Donc, on pourrait aller même aux 57 000. Mais théoriquement, on devrait avoir une correction qui dure plusieurs mois et même aller faire des nouveaux plus bas. Quoi qu'il en soit, faut être préparé à tout. Donc à ce scénario, on y est préparé. Mais au scénario haussier, on est aussi préparé et on va surveiller tout ce que je vous ai donné aujourd'hui. Non seulement les indicateurs court terme qui vont nous indiquer une hausse jusqu'aux 50-52 000, voire un peu plus haut, mais également les indicateurs plus long terme qui nous indiqueront qu'on ira faire des nouveaux plus hauts. Voilà, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite également une bonne soirée. Tchuss!